écoute, maman est près de toi. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je fais à Rio de Janeiro. Belle, belle, belle comme l'amour. Ça chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Claude François, 20 ans. Samedi sur TF1. Bonsoir, Metz prend la tête du championnat de France grâce à sa victoire sur Marseille 3-2. À 6 journées de la fin de la saison, les Lorrains ont pris une sérieuse option pour le titre 98. Mais il faudra encore attendre l'autre choc de cette 28e journée, Monaco-Lens. Mais d'abord, retour sur ce match plein de suspense avec Pierre Perronnet. Scène de liesse dans les vestiaires messins. 6 journées de la fin, Metz est le nouveau leader du championnat. Un leader solide et brillant. La partie de ce soir contre l'ex-leader Marseille l'a démontré. Après un premier but injustement refusé pour hors-jeu, c'est Rodriguez qui concrétise la domination messine. Un coup de tête décroisé, que masqué ne l'a pas vu arriver. Mais ensuite, Metz a tendance à reculer. Et après 9 minutes en seconde mi-temps, Gravelaine décale Ravanelli qui frappe sans se poser de questions et égalise. Le plus beau dans ce match au sommet est à venir. Regardez bien ce que fait Song, le stopper camerounais, pour rendre l'avantage à Metz. Vous n'avez pas bien vu, on vous le repasse. Aile de pigeon, contrôle de la poitrine en extension, dribble extérieur et frappe, c'est du grand art. Il reste 20 minutes à jouer, l'opération suspense insoutenable commence avec cette égalisation de Brando. Les occasions se succèdent à une cadence infernale, une longue relance pour Lekic côté droit. Il perd le ballon mais va le récupérer à l'énergie. Long centre, jambé et lobé, Rodriguez en vieux briscard est à la tombée du ballon et trompe Köpke. Le but de la victoire pour Metz qui aura battu à domicile tous les autres favoris du championnat. Et il y avait une autre rencontre, Lyon et Nantes ont fait match nul, 0 partout. Les 3 mineurs soupçonnés d'avoir tué l'épicière de Pavilly près de Rouen ont été mis en examen et écroués. Ils ont entre 14 et 15 ans et auraient donc tiré sur la commerçante avec un 357 Magnum qui appartiendrait au beau-père d'un des 3 jeunes. Celui qui aurait tiré a été mis en examen pour homicide précédé de tentative de vol à main armée. Un mois après l'assassinat du préfet de Corse, les 3 juges antiterroristes les plus connus de France se sont rendus à Ajaccio et ils ont procédé à 2 reconstitutions du meurtre. Géraldine Ponce. Les 3 juges parisiens ont procédé ce soir à une 2e reconstitution des faits. Ils se sont rendus sur les lieux de l'assassinat de Claude Érignac, avenue Colonel Colonna d'Ornano, dans la soirée, pour que la visibilité soit la même que le soir du meurtre. Plus tôt dans la journée, ils étaient déjà allés sur place pour examiner les lieux. Aucun commentaire, aucune déclaration. Les 3 magistrats n'ont pas voulu répondre aux questions des journalistes. Parallèlement, dans la journée, les femmes du Manifeste pour la vie avaient pris place devant la préfecture. Comme toutes les semaines, une nouvelle fois, elles ont réclamé que justice se fasse. Les demandes, je crois elles sont claires pour tout le monde. Que les meurtres, tous les meurtres que nous avons pu connaître depuis quelques années soient élucidés, tous. Nous voulons également que la justice puisse s'exercer sereinement. Un mois après l'assassinat du préfet de Corse, l'enquête se poursuit mais n'avance pas. Il n'y a aucune piste fiable, aucun suspect. Sur les 40 personnes interpellées, seules 4 ont été arrêtées et écrouées pour d'autres raisons. Et l'inquiétude est d'autant plus forte qu'à l'approche des élections, des rumeurs circulent sur d'éventuels attentats et d'éventuelles victimes. Roland Dumas contre-attaque, d'abord mise en cause dans l'affaire de la vente des frégates à Taïwan en 1990. L'ancien ministre des Affaires étrangères affirme que les sommes d'argent liquide versées sur son compte à cette époque sont le fruit de la vente d'œuvres d'art. Il peut le prouver. Par ailleurs, le journal Le Monde apporte d'autres éléments sur cette affaire. Olivier Ravanello. Le journal Le Monde apporte aujourd'hui des révélations concernant 2 personnages clés du dossier de la vente de frégates à Taïwan. Christine de Viéjoncourt, tout d'abord. Selon les enquêteurs, une commission de 50 millions de francs lui aurait été versée par Elf Aquitaine. Mais le directeur financier du groupe, à l'époque, nie le rôle d'Alfred Sirven, le chargé des affaires générales d'Elf. L'ordre aurait été donné directement par le PDG, Loïc Le Floch-Prigent, appuyé par un document signé de sa main.
Ce témoin indique par ailleurs qu'une telle transaction ne se réalisait qu'avec l'aval de la présidence de la République. Hubert Védrine, alors secrétaire général de l'Élysée, affirme n'avoir jamais eu vent de telles opérations. Autre révélation concernant Roland Dumas. D'après des employés du Crédit Lyonnais, des sommes très importantes, d'un total avoisinant les 10 millions de francs, auraient été versées sur le compte personnel de l'ancien ministre des Affaires étrangères entre 91 et 95. Roland Dumas affirme pouvoir justifier de toutes ces sommes déposées sur son compte. L'enquête porte désormais sur 2 questions de fond. Quel service a bien pu justifier qu'Elf verse 50 millions à Christine Devier-Joncourt? Et est-ce que celle-ci a usé d'autres moyens que sa simple influence pour convaincre Roland Dumas de lever le veto qui pesait sur la vente de ses 6 frégates à Taïwan? Et Roland Dumas a décidé d'attaquer en justice Libération, qui a publié des extraits des déclarations qu'aurait faites son amie Christine Joncourt au juge. Le garde du corps de Dodi Al-Fayed et Lady Di retrouvent progressivement la mémoire. 6 mois après le terrible accident qui a coûté la vie au couple et leur chauffeur, Trevor Rhys-Jones a été entendu pour la 4e fois par le juge Stéphane. Et il se souviendrait notamment que la Mercedes était suivie par 2 voitures et une moto à la sortie du Ritz. Les élections régionales, selon un sondage CSA à paraître dans le journal La Croix, l'écart se creuse en faveur de la gauche plurielle. 42% pour les listes de la majorité, 35% pour la droite qui perd 2 points. Le Front National progresse d'1 point pour atteindre 16%. Et à moins de 10 jours du premier tour de ces élections, l'ancien numéro 2 du RPR, Jean-François Mancel, candidat dans l'Oise, estime dans une interview à Valeurs Actuelles que la droite ne doit pas refuser les voix du Front National. C'est également l'avis de Philippe Vasseur qui se présentera pour l'élection du président de la région Nord et il a reçu le soutien du président du RPR. Je crois que la réponse tient en 3 points. Premièrement, nous ne devons pas faire d'alliance, nous ne devons pas faire d'accord, nous ne devons pas faire de compromis, ni même discuter avec le Front National. Nous, c'est nous, eux, c'est eux. Deuxième point de la réponse, nous présentons un programme, nous présentons des candidats. Vote pour ce programme et pour ce candidat qui veut. Aux élus de faire leur choix. Et le 3e point sur lequel je voudrais insister, c'est que je trouve qu'il y a une fantastique hypocrisie dans cette affaire. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, premièrement, la majorité est la majorité parce que le Front National l'a bien voulu. À ma connaissance, ce n'est pas des députés d'opposition, mais des députés de la majorité, 70 très exactement, qui ont été élus avec les voix du Front National. Alors que M. Jospin, M. Hollande et leurs petits camarades fassent démissionner ces 70 députés élus dans les conditions que j'ai dites, et après, nous consentirons à discuter avec eux. Et Robert Rue a dénoncé ce qu'il appelle des combinaisons sordides. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord le retour de la purification ethnique dans les Balkans. Selon le leader nationaliste du Kosovo, les Serbes auraient recommencé ce qu'ils avaient fait en Bosnie. Ils bombardent les villages pour terroriser la population qui quitte la région. L'Europe et les États-Unis menacent la Serbie de sanctions. Moscou refuse toute ingérence de la communauté internationale. Philippe Boileau. Un aigle noir sur fond rouge, drapeau de l'Albanie. Cette veste appartenait à un combattant nationaliste du Kosovo en guerre contre le pouvoir serbe de Belgrade. Les combats dans la région de Drenica se sont poursuivis aujourd'hui. Des combats violents. Plusieurs villages du centre du Kosovo ont été attaqués et détruits et des dizaines d'Albanais tués. La police serbe affirme avoir éliminé le noyau de l'armée de libération du Kosovo. Le chef des indépendantistes, Adem Jazari, aurait trouvé la mort dans ces affrontements. Un regain de violence qui alarme les pays voisins du Kosovo. À Tirana, en Albanie, plus de 30 000 personnes ont manifesté leur solidarité avec leurs frères du Kosovo. Manifestation également à Skopje, en Macédoine, où la population albanophone a demandé une intervention de la communauté internationale. La communauté internationale divisée sur la question, alors que l'Union européenne met en garde Belgrade contre une répression sanglante. Moscou prend la défense de ses alliés serbes. Le ministère des Affaires étrangères russe s'est déclaré opposé à toute ingérence directe au Kosovo. Un signe de bonne volonté de l'Irak, Bagdad a accepté que l'expert américain qu'elle accusait d'espionnage conduise l'inspection de 3 sites sensibles en application de l'accord conclu par l'ONU. Il aura fallu attendre 63 ans pour que justice soit rendue aux 3 survivantes du premier quintuplé de l'histoire. À l'époque, l'événement avait attiré la curiosité du monde entier et l'État canadien de l'Ontario avait décidé de retirer les 5 sœurs Dionne de leur famille pour les exhiber comme des bêtes. Le gouvernement de l'Ontario a finalement accepté de leur verser 16 millions de francs de réparation.
Des images insouciantes de bonheur. Pourtant, la vie des sœurs Dionne a été tout autre. Nées en 1934 en Ontario, Canada, ces bébés sont les premiers quintuplés au monde. Cette naissance miraculeuse déclenche un immense intérêt, mais très vite, la vie des sœurs Dionne tourne au cauchemar. Retirées dès leur plus jeune âge de leur famille, elles sont placées par le gouvernement ontarien dans un hôpital. Là, 3 fois par jour, des visites sont organisées. De partout, on vient voir les quintuplés. Les sœurs Dionne deviennent un phénomène d'attraction. Durant des années, les fillettes sont exploitées, humiliées. Actuellement, 3 sœurs sont toujours en vie. Âgées de 63 ans, elles vivent avec de maigres revenus à Montréal. Cécile, Yvonne et Annette réclamaient justice depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais la compensation financière d'un montant de 16 millions de francs alloué par les autorités de l'Ontario n'effacera certainement pas le gâchis de toute une vie. De nouvelles règles pour la Coupe du Monde. Les autorités internationales du football ont décidé que désormais, un tacle par l'arrière sera sanctionné par un carton rouge. Olivier Ravadello. Voilà le geste que ne veut plus voir l'International Board. Un tacle par derrière, sans doute l'acte le plus dangereux du football. Dangereux, bien sûr parce qu'il porte un coup au joueur, mais surtout parce que celui-ci ne voit pas arriver le danger. Il est en déséquilibre, ses muscles sont plus relâchés que s'il voyait arriver un joueur adverse devant lui. C'est par excellence le geste qui provoque des ravages. Exemple, le guingampé Jean-Charles Corridon, péroné fracturé et 6 mois d'arrêt. Le carton rouge automatique entrera en vigueur pour la première fois lors de la Coupe du Monde. Et à cette occasion, les arbitres du mondial vont en quelque sorte faire jurisprudence en la matière. D'où certaines réserves. Un tacle par derrière est parfois inoffensif. Le joueur n'est que bousculé, parfois même il n'est pas touché. Dans ces situations, avec les enjeux d'un match de Coupe du Monde, les arbitres vont-ils vraiment oser expulser du terrain un joueur qui n'aura pas blessé son adversaire ? La dernière mesure de ce type, le carton rouge, si un joueur est fauché lorsqu'il file seul, droit au but, n'avait pas été appliqué à la lettre, car c'est à l'arbitre, seul sur le terrain, d'interpréter l'esprit des lois du jeu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 6 mars. Merci d'avoir suivi ce journal. Et oui, il y a encore à notre époque des gens qui habitent dans des maisons troglodytes. Monsieur est un baroudeur. Il a aménagé ses grottes pour y recevoir ses trésors. Des niches creusées directement dans la roche les abritent. Ainsi, en restant chez lui, il voyage encore. Les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Hugo Bargensac, marié, un enfant. Yann Graber, apparemment célibataire, travaille avec sa fille. Le premier est viticulteur en Gironde. Le deuxième enquête avec la DGSE au Maroc. C'est bien le même homme, mais il a suffi d'un événement pour le transformer. Je libérerai votre femme qu'en échange de 2 vies. Lundi 20h50, drôle de père. Jamais vous n'aviez vu Gérard Klein comme ça. Sur TF1, par tous les temps, prenez la vie du bon côté avec les produits laitiers BA Bifidus Actif. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, je ne puis que vous confirmer les prévisions de Météo France. Notre week-end sera mitigé. Aujourd'hui, temps magnifique au sud de la Loire, temps exécrable au nord, mais la pluie était malgré tout nécessaire. Alors demain, c'est ce front froid qui va arriver, qui va traverser rapidement le pays. Et puis dimanche, on aura une nouvelle perturbation qui arrivera par l'Atlantique en fin d'après-midi. Donc déjà, pour ce samedi, Météo France prévoit une nette dégradation dans le sud, avec un voile nuageux qui va s'installer l'après-midi à l'avant de la perturbation des Pyrénées jusqu'aux Hautes-Alpes. Sinon, on va retrouver notre perturbation avec des pluies assez soutenues sur le nord-est, jusqu'au Massif central et jusqu'à l'Aquitaine, où là, elle devrait être plus faible, accompagnée de vent jusqu'à 80 km à l'heure par rafale, notamment sur les hauteurs du Limousin. À l'arrière, ce vent va virer à l'ouest, mais il y aura beaucoup d'instabilité sur toutes ces régions jusqu'à l'Artois. C'est ce qu'on appelle les giboulées de mars, avec peut-être un peu moins d'averses sur la façade atlantique. À noter un peu de neige sur le Jura et sur la Haute-Savoie, et toujours beaucoup de soleil sur l'extrême sud-est et sur la Corse, mais avec pas mal de vent, notamment vers la côte varoise. Les températures seront en légère baisse, mais on va rester dans de l'air doux. A priori, les températures devraient baisser vraiment à partir de lundi, donc profitez-en pendant le week-end. De 11 degrés à Rouen ainsi qu'à
à Langres, jusqu'à 21 pour Nice, 13 à Paris, 12 à 14 sur la Bretagne, 12 dans le nord et de 16 à 17 sur le sud-ouest. Là, ça a quand même chuté par rapport à ce vendredi où on notait par exemple 21 degrés à Bordeaux et 20 à Toulouse. Je vous le souhaite excellent ce week-end. Vous le passerez d'ailleurs avec Catherine Laborde. Bonsoir et à la semaine prochaine. La météo avec BA, Bifidus Actif. Samedi, TF1 fait la fête à Claude François. À partir de 20h50, retrouvez les plus célèbres succès de Clo-Clo. Pour l'occasion, Jean-Pierre Foucault fait chanter dans un gigantesque karaoké tous les animateurs de la chaîne. Tout le monde chante encore. Avec eux, découvrez des images inédites et surprenantes de l'idole. Retrouvez ces tubes interprétés par Liane Folly, Lagarde, Alliage, Native, Ultimate KO, C4, To Be Free et beaucoup d'autres.